Ce qui unit la France. Traditionnellement, la France, comme l'Inde, est un pays de caste, ce qui a été très justement décrit par Marcel Proust dans son étude hyper réaliste de la société française, qu'est son roman À la recherche du temps perdu. Le système français de caste remonte à la structure celtique de la société gauloise et a perduré jusqu'à nos jours malgré les changements de régime. Le système de caste a la particularité de cloisonner les classes sociales en empêchant tout échange génétique entre les groupes sociaux spécialisés. Ainsi, les producteurs se reproduisent entre eux comme les marchands, et la noblesse, qui est protégée, gère le pays. Ce système a l'avantage d'apporter une certaine stabilité à la société en évitant les descentes sociales d'individus logiquement consécutives aux montées sociales d'autres individus. La société ainsi stabilisée subit moins de luttes et de concurrences internes et les hommes, sachant que toute montée sociale est impossible, se résignent à vivre de la fonction qu'on leur a donnée à la naissance. Ce système, bien qu'efficace pour stabiliser une société, n'en demeure pas moins profondément déprimant. Car que l'on soit pauvre ou riche, un homme normalement constitué a besoin d'incertitude, de combat et d'espoir pour se sentir vivre, pour se sentir exister. Sans cela, il meurt ou se rebelle contre sa situation. Pour éviter à la caste des producteurs laborieux une remise en cause de leur situation difficile d'esclaves obéissants et produisant pour une oligarchie de sang parasites, cette oligarchie de caste, en s'appuyant sur l'Église, a généré un système très efficace pour faire accepter aux producteurs leur vie sans espoir. Comme en Inde, en France, la caste dirigeante, la noblesse à la base, s'est longtemps appuyée sur la religion pour faire accepter à leurs esclaves producteurs leur situation d'exploités, en faisant valider par les religieux, souvent issus de cette même noblesse, leur situation de soumission à la caste noble par la volonté divine. Nous, la noblesse, nous dirigeons. Implicitement, nous exploitons, car Dieu le veut. Cette position de soumission sans espoir d'une vie meilleure aurait pu être insupportable pour la caste des producteurs et donc, à plus ou moins long terme, entraîner des rébellions et une remise en cause du pouvoir déstabilisant toute la société, si un système calmant et régulateur n'avait pas été instauré par la caste dominante. C'est en s'appuyant sur l'Église et l'enseignement d'une religion catholique d'acceptation de sa situation terrestre de souffrance et de l'espoir d'une vie meilleure au paradis que la noblesse a réussi à calmer et à redonner espoir à son peuple d'esclaves. La vie n'étant qu'une vallée de larmes, c'est par la soumission aux élus de Dieu, donc à la noblesse, à notre travail laborieux et notre vie régie par les préceptes de l'Église que nous aurons notre récompense au ciel, système qui n'est pas sans rappeler le principe des réincarnations et du karma instauré par la religion brahmanique indienne pour faire accepter leur situation difficile et sans espoir d'amélioration aux castes inférieures dominées par les castes guerrières originairement venues du nord de l'Inde. La domination des castes inférieures par la noblesse s'est donc faite en France par la maîtrise de l'Église et la propagande de soumission qu'elle diffusait dans le peuple tout en lui faisant espérer une vie meilleure après la mort. C'est ainsi que la noblesse, souvent désunie, se faisait fréquemment la guerre pour le pouvoir, tout en essayant de se faire reconnaître par le clergé, seul moyen d'avoir le soutien du peuple lors de ces luttes entre puissants. Être reconnu par le pape était donc vital pour être reconnu par le peuple et continuer à régner sur lui. Et à cause de ces luttes de pouvoir, Avignon vit même naître une papauté qui n'avait pour fonction que de légitimer auprès du peuple certains nobles dans la guerre pour l'accession au trône de France. Ce système de caste qui stabilise momentanément la société française entraîne à un certain moment une dégénérescence de la caste dirigeante par manque de renouvellement génétique. Cet isolement social génère à son tour, par perte de contact avec les classes inférieures, un manque de lucidité sur la situation économique. Et il s'ensuit obligatoirement des erreurs de gestion entraînant des crises économiques graves et un appauvrissement des castes inférieures. C'est à ce moment que la caste dirigeante se fait phagocyter par la caste se trouvant
immédiatement en dessous d'elle. Cette dernière s'appuyant sur le mécontentement du peuple des producteurs subissant une grave crise énergétique, prend le pouvoir au cours de périodes révolutionnaires plus ou moins violentes, comme la Révolution française de 1789, qui vit la noblesse dégénérée, affaiblie génétiquement et intellectuellement, en partie éliminée et remplacée par la bourgeoisie d'affaires plus vigoureuse et prédatrice qui devint la caste dominante. Si au cours de ces périodes révolutionnaires, c'est l'ensemble du peuple qui participe à l'élimination de la caste dirigeante, c'est toujours la caste d'en dessous qui la remplace, faisant perdurer ainsi le système de caste propre à la structure sociale française. Après la révolution de 1789 et l'évincement d'une partie de la noblesse du pouvoir, on vit aussi une perte d'influence sur le peuple de l'Église, dont les fonctions principales étaient de justifier par la volonté divine le pouvoir de la noblesse et de faire accepter au peuple sa situation de soumission, en lui faisant espérer une vie meilleure après la mort en récompense de sa servilité résignée. Bien que le système de caste perdurât, l'influence calmante de l'Église sur le peuple disparut, et celui-ci, sans possibilité de montée sociale ni d'espoir d'une vie meilleure par le travail, aurait pu devenir difficilement maîtrisable si la nouvelle oligarchie parasite n'avait pas trouvé un nouveau système permettant aux esclaves d'accepter leur situation. C'est ainsi que la France, ayant perdu sa religiosité calmante, inventa les grandes idées, les grands combats spirituels, occupant tout un peuple d'esclaves à réfléchir sur de grands concepts libérateurs comme les droits de l'homme, la laïcité, la République une et indivisible, la France plurielle, l'égalité des chances, l'antiracisme, la parité, la France en marche, tant de belles choses plus ou moins abstraites occupant tous les débats. De l'Assemblée nationale au bistrot, en passant aujourd'hui par les réseaux sociaux et faisant oublier à tout un peuple d'esclaves sa situation d'exploité, permettant à une oligarchie de caste de continuer à vivre sur son troupeau de moutons qu'elle mène avec cynisme à la tonte ou à l'abattoir grâce à la propagande des médias qu'elle possède. Si la France est une nation révolutionnaire, il n'en demeure pas moins qu'à chaque révolution, une caste est remplacée par une autre et que la France ne change pas réellement dans sa structure sociale. Et seul le moyen de faire accepter la soumission de caste au peuple a changé. Le pouvoir de l'Église et de la religion ayant disparu, la France est donc devenue le pays des grandes idées creuses et des combats sans ennemis réels, permettant à tout un peuple soumis de s'unir en brassant de l'air et en combattant des moulins, sans remettre en cause leur situation d'esclave et le pouvoir de son oligarchie de 100 parasites.